Le podcast Le Monticule de cette semaine est commandité par la nouvelle compagnie qui fait son entrée dans le monde de la vente du gant de baseball et de softball. C'est la compagnie Stud. Et ils ont été assez gentils pour m'offrir ce fameux gant. Regardez-le comment qui est incroyable. Un gant 11 3 quarts de lanceur. Il va super bien. J'ai eu la chance de me lancer, de me pratiquer un petit peu avec. Et dans les prochaines semaines, je vais vous offrir un review, une vidéo de quelques minutes qui donne mes impressions sur ce fameux gant que je trouve incroyable et qui se compare très bien aux compagnies Rawlings avec Heart of the Hide et Wilson avec A2000. Comment vous faites pour vous procurer un de ces gants? Eh bien, c'est assez simple. Vous vous dirigez sur Instagram et vous marquez Stud, S-T-U-D, Gloves, tout dans un mot, G-L-O-V-E-S, et vous leur écrivez un message privé en leur disant ce que vous cherchez. J'aimerais savoir un gant lanceur, un gant premier but, un gant de champ extérieur, un gant de receveur, et là, il y a des prix spécifiques. Tout ce qui est le infield et le outfield en plus des lanceurs, on parle de 299 $. En ce qui concerne les receveurs et joueurs de premier but, c'est 309 $. Il y a 4 à 6 semaines de livraison que vous devez attendre avant de recevoir votre gant, mais vous pouvez le customiser comme vous le souhaitez. Vous voulez l'avoir vert melon avec du rose? Vous voulez l'avoir naturel seulement beige? Vous pouvez aussi, c'est votre choix, et vous discutez avec la personne qui va vous répondre sur la page Instagram Stud Glove. Je le répète, S-T-U-D-G-L-O-V-E-S. C'est le commanditaire de ce podcast. Bonne écoute! Parfait. Alright. En visite au Monticule, cette semaine, on reçoit un homme qui a touché à plusieurs sphères du baseball professionnel, en passant par joueur professionnel, entre autres, avec les Red Sox de Boston, les Capitals de Québec, entraîneur, receveur d'enclos des lanceurs, traducteur de Vladimir Guerrero, entraîneur dans la LBGQ, représentant de compagnies comme Rawlings ou la compagnie Langto, coach à l'ABC, coach avec les Canoniers de Québec. Je pense que la liste peut continuer encore, là. Il y a encore plusieurs choses que tu touches. Voici José Jesus Pelé. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, oui, ça va bien, merci. Ben, merci de prendre le temps, comme je te disais là, avant qu'on débute, là, de trouver un trou dans ton horaire chargé parce que tu fais quand même beaucoup de choses et de prendre le temps de venir parler de baseball avec moi, c'est très apprécié. On débute par un commencement. Très facile comme question. Peux-tu me donner un peu ton parcours élite? Comment ça s'est produit? À quel moment c'est devenu sérieux que tu t'es dit, OK, là, il y a quelque chose qui peut se faire avec mon talent et mon parcours dans le baseball? Ben écoute, je pense pas qu'il y a un point que je pourrais dire exact. C'est certain que déjà de partir de mon pays, moi je suis arrivé au Québec, à Montréal plus précisément quand j'avais 11 ans. Donc je suis né au Venezuela, j'ai grandi au Venezuela, donc je déménage ici à Montréal où est-ce qu'on s'entend que le sport national, le sport numéro un, c'est le hockey. Moi, je connais rien là-dedans. Je pars du Venezuela, je ne sais même pas c'était quoi des patins de glace, tu sais. Fait que on nous apprend pas ça là-bas du tout. Fait que non, je suis arrivé mon premier été ici, puis juste trouver où m'inscrire là, pour jouer au baseball, là, ça a été déjà difficile. Fait que bon, j'ai trouvé dans le temps, nous, à Montréal, c'était les Cosaques du Nord, qui n'existent plus, là. Et j'ai été chanceux dans ma première équipe que j'ai joué, Isaël Gonzalez, qu'on connaît, il travaille chez Mark Lumber, il a joué avec les Pirates et tout. Ben, tu sais, j'ai vu qu'il était pas bien blanc, là. Tu sais, on s'entend, tu voyais que c'était pas un Québécois. Fait que bon, je m'en vais le voir, Isaël Gonzalez, c'est sûr qu'il parle espagnol. Fait que lui, il m'a aidé beaucoup ma première année, mon premier été, tu sais, à m'aider à parler avec les boys, puis me traduire un peu et tout. Fait que non, j'ai joué ma première année Pee-Wee 2A. Ensuite, j'ai rejoué Pee-Wee l'année d'après. J'avais 2 années de Pee-Wee. Après ça, j'ai été Bantam. Ensuite, dans le Midget 3, c'est là que j'ai été à Édouard-Montpetit. Euh, sport-études. Dans le temps, il y avait 2 sports-études. Hein. Il y avait Québec et Montréal seulement. Donc, j'ai été là. Ensuite de ça, c'est là que j'ai été invité à l'ABC. Et même encore là, je me suis dit, bon, tu sais, oui, c'est du monde qui était bon, mais encore une fois, j'étais pas vraiment. Je pourrais pas dire, hey, OK, là, tu sais, je vais aller un peu plus loin. C'est sûr que c'était mon rêve depuis que je suis tout bébé, là, depuis que je me rappelle de mes derniers jours, mon rêve a toujours été jouer dans les ligues majeures. Mon idole étant Omar Vizquel, un Vénézuélien que, tu sais, tout le monde au Venezuela le connaît, là. Fait que, non, mais jusqu'à là, rien encore. Et où est-ce que ça a vraiment changé, c'est lorsque
Dans le temps, c'était les Ailes du Québec, qui n'existent plus. Là, c'est l'ABC 17U ou 16U, là, un ou l'autre. Je me suis fait couper ma première année. Puis, dernière coupure, écoute, je me rappelle comme si c'était hier, là, ceux qui j'invite à lire le livre de M. Antoine Bernier. Là, lui a fait une biographie là, de son année avec les ailes. Donc, il y a une partie que je me rappelle les coachs, là, Richard Raymond, Joël Landry, Jasmin Roy, c'était les trois coachs. Puis, il nous avait dit si on vous appelle pas à 5 heures, c'est parce que vous avez fait l'équipe. Fait qu'écoute, il était rendu 7 heures le soir. Moi, je suis tout content. J'ai fait l'équipe, bang. Euh, Longue histoire courte, j'étais chez Douglas Toro. Douglas, c'était un de mes très bons amis. Fait que j'étais avec Doug, on est chez lui avec mon frère et tout. Je suis tout content d'avoir fait de l'équipe. Imagine Abraham, dans ce temps-là, il avait peut-être, je sais pas, moi, 12, 11 ans. Là, fait que ma mère, elle m'appelle. Elle appelle chez Doug. Elle dit hey, rappelle à la maison, il faut que je te parle. J'appelle ma mère, elle dit ah, appelle ce numéro-là. Ils veulent te parler. C'est Joël Landry. Je suis comme bon, OK, ils veulent me parler de l'uniforme ou je sais pas, moi. Fait que je l'appelle, puis elle me dit écoute, on est encore au resto, c'était très dur, on n'était pas capable de prendre une décision, mais finalement, il faut qu'on te coupe. Puis, dans ce temps-là, il y avait Emmanuel Garcia, il y avait Cal Moniz, il y avait Isaël Gonzalez, justement. C'était les trois joueurs d'infield. Fait que ça n'avait pas de place pour moi. Les autres sont tous un an plus vieux que moi. Fait que, tu sais, j'aurais pas pu jouer beaucoup, pas qu'ils étaient meilleurs ou moins bons, ça n'a pas rapport, c'est juste que, tu sais, à talent égal, tu prends quelqu'un un petit peu plus vieux, puis, tu sais, j'avais la chance l'année d'après. Ça m'a fait mal un peu. Puis bon, j'ai été jouer mon année Midget 3. Puis pendant cet hiver-là, on est allé en Floride. Puis après mon camp en Floride, Joël Landry, il m'amène dans le bureau. On était à l'ABC au Saint-Claude-Robillard. Il me dit hey, t'as-tu ton passeport? Je le regarde. Je dis, bon, non. Tu sais, j'ai pas voyagé souvent, mais oui, tu sais, j'étais devenu Canadien dans ce temps-là. Fait qu'il dit OK, mais tu en aurais besoin dans 2 semaines, tu t'en vas en République dominicaine avec l'équipe nationale. What? Fait que moi, j'ai été invité sur l'équipe nationale avant de faire l'équipe du Québec, pour que tu aies une idée. Fait que j'ai fait l'équipe nationale avant de faire l'équipe du Québec. Fait que c'est là que j'ai fait OK, wow, OK, il y a quelque chose à faire. Oh my God, je m'en vais là-bas. Tu sais, je m'en vais jouer là avec l'équipe nationale là, en République dominicaine. Tu sais, comme les gars sont en ce moment, justement, l'équipe nationale est en République. Fait que c'est là que j'ai comme fait OK. Puis là, j'ai commencé à avoir des petites cartes des recruteurs, puis à avoir des réunions avec des recruteurs et tout. C'est là que c'est vraiment parti. Là, je dirais que là, j'ai fait OK, ça se passe. Tu sais. Fait que cet été-là, j'ai été repêché par les Nationals de Washington qui venaient de devenir les Nationals parce que la dernière année, c'était les Expos en 2004. Moi, j'ai été repêché par les Nationals en 2005. C'était Denis Boucher, le recruteur, qui m'avait repêché. Mais j'avais pas signé. Je me sentais pas prêt à signer. Donc, j'ai pas signé. Ensuite de ça, ça a continué. J'ai été repêché l'année d'après par les Pirates. J'ai été au collège, Seminole, en Oklahoma. Comme plusieurs Québécois là, ont été là. Eric Gagné, justement, est allé là. Taureau est allé là. LP Pelletier est allé là aussi. Lacroix est allé là. Marc-Antoine Lebrun est allé là. Tu sais, on a comme continué là, les Québécois qui vont là-bas. Fait que non, non, c'est ensuite de ça, mais écoute, c'est là que c'est parti. Puis j'ai eu la chance de signer, j'ai eu la chance de jouer pendant quand même longtemps là, dans les mineurs avec les Pirates. J'ai été échangé aux Red Sox de Boston en 2010. J'ai pu jouer avec eux autres 3 ans. Je me suis fait libérer ensuite de ça par les Red Sox. C'est là que j'ai été jouer avec les Capitals. Donc non, c'est vraiment là, c'est un moment-là, quand j'ai été invité là, sur l'équipe nationale, c'est là que je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Et dans ton arrivée avec Séminole, de quelle manière tu as eu la possibilité? Est-ce que c'est avec l'équipe nationale? Est-ce que c'est de bouche à oreille comme plusieurs des Eric Cyr, des joueurs qui se sont, ou même, je pense que si ma mémoire est bonne, le Pascal Labrini, c'était un petit peu le même principe, un certain bouche à oreille de je connais quelqu'un qui est là-bas, qui a réussi à convaincre le coach et qui m'a amené au collège. Toi, ça s'est passé comment? Mais écoute, j'étais supposé d'aller à Inyo, en Oklahoma. Parce que Jonathan Marleau, lui, est allé là, puis c'est lui qui, tu sais, on se connaissait pas dans le temps, puis il avait comme parlé un peu un coach de moi et tout. Et j'avais parlé justement à Joe par rapport à ça et tout. Et le lendemain, je sais pas comment ou qui a parlé à Seminole, mais le coach, il m'a appelé, puis j'ai entendu parler de Seminole, puis il m'a même dit, écoute, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu signes avec nous autres? Tu sais? Fait que là, je dis, hey, moi, j'ai 2 amis qui sont avec l'équipe nationale des Québécois, Renaud Caron-Catelier, puis Jonathan Prévost. Tu sais, c'est 2 gars qui sont avec moi, puis ils sont bons et tout. Je dis, ben écoute, ils sont bons, amène-les.
Puis écoute, ça a super bien marché. Tu sais, Renaud était super bon là-bas. Jonathan a signé avec un D1 après ses 2 ans. Il frappait 2 dans notre équipe. L'année d'après, il frappait 3. Fait que ça l'a comme tout donné en même temps. Puis on est partis les trois ensemble là, à Seminole. Et tu disais que tu avais signé avec les Pirates de Pittsburgh avant même de faire ton entrée au collège. C'est ça, dans le fond, c'est qu'après mes 2 années à Seminole, j'ai fait des visites là, à des collèges, puis j'ai décidé de signer avec TCU, Texas Christian University, qui sont très, très bons, les Horned Frogs. Et écoute, là, j'avais été là-bas, c'était malade. Je me rappelle, j'avais resté avec Houston Street puis Mark Carpenter. Dans ce temps-là, c'était des joueurs collégiales, là, tu sais, c'était pas des gars qui jouaient des majeurs et tout. Puis j'avais adoré, j'ai signé là, tu sais, j'étais bon à l'école, fait que j'ai pu avoir une bourse pour le baseball et pour l'école parce que dans ce temps-là, c'était 48 000 par année américain. On s'entend, mes parents avaient vraiment pas ça. Et donc, j'ai dû aller chercher des bourses et tout, fait que ça avait bien fonctionné. Donc, je me suis fait repêcher l'année d'avant, dans ce temps-là, le draft and follow, ça existait. Pour ceux qui connaissent pas ça, tu te faisais drafter, puis tu avais presque un an, tu avais genre comme 23 semaines pour signer, tu sais. Fait que 2, 3 semaines avant le draft, tu tombais encore dans le draft. Moi, j'ai signé la dernière semaine, justement, avant de retomber encore au draft. J'aurais pu me faire drafter 3 ans, mais je me suis fait Ouais. drafter 2 ans. Puis, c'est ça. J'ai eu une offre de contrat des Pirates, puis j'ai signé, et on connaît le reste, là. Et justement, dans ton parcours avec les Pirates, si je regarde un peu, là, j'ai sorti ici tes années. Tu as été quand même de 2007 jusqu'à c'est 2010 là, où on voit qu'il y a plusieurs équipes. On voit 3 équipes dans tes stats sur Baseball Reference. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours avec les Pirates et un peu en sous-question, est-ce que tu sentais la venue de te diriger vers les Red Sox? Euh, bon, premièrement, j'ai été à Récourt toute ma vie. OK? Toute ma vie, toute ma carrière, j'ai été un joueur de Récourt. Deuxième but aussi, là, mais vraiment plus à Récourt. Et lorsque j'ai signé avec les Pirates, mon scout, il m'a dit, écoute, moi, je te vois beaucoup comme receveur. Moi, je n'avais jamais catché de ma vie. Et j'ai demandé, tu sais, pourquoi. Il dit, écoute, tu connais le baseball, tu as un bon sens du baseball, un bon IQ, tu parles anglais, tu parles espagnol, tu as un bon bras, tu as des bonnes mains, tu vois bien, tu contrôles. Fait qu'on aimerait ça t'essayer. Fait que mon agent, dans le temps, il m'avait dit, écoute, on va l'essayer pareil, on va demander plus d'argent. Puis si ça marche pas, c'est pas grave, là, tu retourneras à l'haricot. Fait que pour moi, c'était comme bon, mais parfait, gars, tout bad, là, ça marchera pas, je serai pas bon. Mais me connaissant, j'ai tout donné. Fait que, écoute, ça a super bien marché, ça a très bien fonctionné. Là. Je suis devenu vraiment un joueur complet parce qu'ensuite de ça, tu sais, j'étais capable de jouer à toutes les positions, là. Fait que j'ai joué avec, tu sais, j'ai appris à catcher avec les Pirates. J'ai été chanceux parce que mon coach avec la Ligue des recrues, c'était Tom Prince. Tom Prince qui a joué dans les majeurs pendant très longtemps comme receveur, puis comme receveur backup. Fait que, tu sais, quand tu es un backup des majeurs, là, c'est pas parce que tu frappes la balle, là. Parce que tu es capable d'attraper, tu es capable de faire la job en arrière du marbre. Donc, Tom, il m'a appris à catcher de zéro, là, tu sais. Je m'en rappelle, là, tu sais, lui, il a vraiment appris ça à cœur. Tu sais, il m'a appris. Fait que c'est cool parce que lorsque tu apprends une nouvelle position, tu n'as pas de mauvais pli, tu sais, parce que tu le sais pas. Fait que dès que j'ai commencé à catcher, tu sais, lui, il m'a appris from scratch, de zéro. Fait que je pouvais pas avoir de mauvais pli ou presque parce que dès que j'en faisais un, tu sais, il me le disait tout de suite. Fait que, puis, tu sais, j'étais avec lui à tous les jours. Fait que je me rappelle, tu sais, les premières balles que j'ai catchées, c'est des balles à 92, 13 000 à l'heure. Mon pouce était complètement explosé. Fait qu'on a dû me faire un plâtre là, tu sais, pour pas trop me faire mal. Mais ça a été un changement quand même assez rough. Tu sais, tes jambes, là, t'es mort là, quand t'es pas obligé à catch, quand t'es pas obligé, quand t'es pas habitué à catcher. Puis, tu sais, j'étais pas très gros non plus. Donc, déjà, de te mettre en position de catcher tout le temps, même si tu veux pas, tes jambes commencent à grossir, là, tu sais, tu commences à développer des muscles un peu plus. Fait que non, 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 ça a été un changement quand même assez drastique, là. Tu sais, c'est pas de passer de la récour en le chanceante, là. Tu parles quand même d'aller catcher, là. Fait que c'est pas tout le monde là, qui est capable de faire ça non plus, là. C'est quand même assez difficile. Mais j'ai adoré ça. J'ai adoré pour vrai, là. Tu sais, c'était des journées difficiles, chaudes en Floride. Et tu sais, beaucoup de early work, là, beaucoup de travail d'avant-pratique, d'avant-match. C'est, mais ça a été quand même vraiment le fun. Puis, pour répondre à ta deuxième question, pour ce qui est des Red Sox, vraiment pas.
Écoute, si les Red Sox avaient besoin, les Pirates avaient besoin d'un joueur de champ dans les majeurs parce qu'il y a quelqu'un qui venait de se blesser. Puis, ils ont décidé de me prendre, d'aller me chercher. Ils avaient besoin de catcher dans les mineurs. Puis, j'ai adoré mon temps avec les Red Sox. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis, j'ai été vraiment chanceux là, d'aller avec cette organisation-là. C'est tellement une belle organisation. Ils sont tellement, tu sais, je ne veux pas parler en mal des autres organisations ou quoi que ce soit. Au contraire, je vais bien parler de l'organisation des Red Sox. Ils font tellement bien ça dans les minutes. Tu sais, je ne sais plus comment c'est rendu, là, ça fait longtemps. Mais tu voyais qu'il y avait une différence quand même là, entre les deux. Puis, tu sais, j'ai encore des amis là-bas, j'ai encore des amis avec les Pirates aussi. Mais c'était une transition quand même assez difficile, mais pas impossible. Tu sais, je vais faire une petite parenthèse. Des fois, on le voit avec nos jeunes ici là, au Québec, quand on leur demande Hey man, tu penses que tu devrais aller catcher? Ah non, ça va être trop difficile, j'ai jamais fait ça, si, ça. Je suis comme Hey, moi, j'avais jamais catché. Là. La première balle que j'ai catchée était à 92, puis mon pouce, il voulait m'arracher. Là. Fait que t'en fais pas, j'ai été capable, là, vous êtes tous capables. Tu sais. Fait que non, non, ça a été cool. Puis tu sais, c'est une expérience qui m'en apprend encore aujourd'hui. Et justement, ça me fait poser la curiosité parce que, comme tu disais, la transition de joueur d'une position à une autre, des fois, peuvent faire un peu peur. Toi, ta première expérience de bloquer une balle, parce que, on va se le dire, être catcher, il faut être capable de dire, tu vas avoir mal des fois parce que tu vas recevoir une balle sur le bras, c'est une balle qui arrive rapidement, ça peut être quelque chose qui joue sur le cerveau. Toi, comment tu appréhendé ça? Surtout le fait que tes premières balles, c'était 92 000 à l'heure. Pour quelqu'un qui a jamais catché, c'est quand même une adaptation à faire. Comment tu as vécu ça? Euh, pour te reprendre, c'est pas des fois, c'est sûr que tu vas avoir mal quand tu catches. Tu sais, on se fera pas de cachette, puis je le fais avec mes jeunes. Là, tu sais, je coach les catchers ici avec les canonniers. Puis ça fait tout le temps partie de mon speech d'avant-pratique au début de l'année, lorsqu'on commence, là, tu sais, au mois d'octobre, mois de novembre. Là. Je le dis à tous les jeunes, puis soyez prêts à avoir mal. Tu sais, si t'aimes pas ça ou si ça t'allume pas ou tout, tu sais, change de position, ça me dérange pas. C'est correct, au contraire. Tu sais, pour devenir catcher, on peut pas te l'obliger. Il faut que tu aimes ça. Moi, j'avais pas le choix. Je m'en allais professionnel. Mais je l'ai vraiment adoré. Tu sais, mais pour les jeunes, sérieux, là, il faut que tu sois prêt à souffrir parce que euh, euh, bloquer la balle, lorsque tu bloques la balle mal, ça fait mal. Mais quand tu la bloques comme tu devrais, ça fait pas mal. Tu sais, il y a des techniques pour bloquer la balle. Tu sais, oui, des fois, tu es malchanceux, ça va te pogner un bras et tout, mais si tu es bien placé, même si la balle te pogne dans un avant-bras, ça devrait être correct. Tu sais, oui, tu vois, ça se peut que tu as un bleu, ou moi j'appelle ça des tatous, là, tu sais, quand la couture de la balle, là, elle se ramasse sur ton avant-bras, ou sur ton poignet. Mais écoute, c'est sûr qu'il faut que tu sois un petit peu, je dirais pas dérangé mentalement, mais il faut que tu sois prêt à vivre avec un petit peu d'inconfort. Pas nécessairement juste les blogs, mais tu sais aussi, là, quand tu passes un 9 manches à 32 degrés là, en Floride là, avec l'humidité à 90 là, tu finis, là, puis ton uniforme, là, tu sais, tu commences la game, tu pèses 200 livres, puis tu finis la game, puis ton uniforme, il est tout trempe, là, puis tu pèses 190, là, mais ça l'arrive, tu sais. Fait que non, non, ça a été une transition, comme je te dis, difficile, mais pas impossible. Et c'était le fun parce que j'avais un entraîneur qui me poussait, qui croyait en moi, puis qui voyait les développements. Puis moi aussi, j'ai voyé, tu sais, en pratique. Tu sais, j'ai pas joué dans une game avant un mois et demi, 2 mois, là. Tu sais, là, j'étais vraiment là qu'en entraînement. Je faisais des B-games qu'on appelle. Tu sais, je me rappelle, la première game que j'ai catché, mais à compter pas, là, c'était un lanceur, moi, puis il y avait deux gars qui étaient blessés, des majeurs, qui sont venus. Niger Morgan, frappeur gaucher, puis Andrew McCutcheon. Andrew, c'était le prospect numéro un dans ce temps-là. Puis, je me rappelle, Brad Lincoln, c'était le premier choix au repêchage 2 ans avant moi, cette année-là aussi. Tu sais, je catchais un first rounder. Il y a un first rounder qui frappait, il frappait des bombes. J'étais comme, mon Dieu, c'est qui ce gars-là? Tu sais, je savais même pas c'était qui. Fait que, non, non, ça a été sincèrement, là, ça a été quelque chose qui m'aide encore dans ma vie de tous les jours, dans le sens que n'importe quel défi qui m'arrive dans ma vie, je commande, ça peut pas être pire qu'avoir appris à catcher, là, tu sais. Je veux dire, ça a été tellement un processus euh,
compliqué, complexe, le fun. Tu sais, il y avait un peu de tout, là. Tu sais, il y avait des matins que ça me tentait pas, là, d'aller me faire, euh, d'aller me faire bombarder, là. Tu sais, il y avait des matins, là, tu sais, il a fallu que j'apprenne à bloquer, il a fallu que tu apprennes à mettre à terre, mettre à terre, monter, aller à gauche, aller à droite, lancer sur les buts, caler les pitches, qui s'en vient. Tu sais, il faut que tu aies une bonne mémoire aussi. Faut que tu te rappelles, là, qu'est-ce qui a frappé, qui a fait quoi, en quelle manche, quand. Fait que, tu sais, tu n'apprends pas juste la technique, tu apprends aussi le côté baseball, le côté qui est au bat, qui s'en vient, c'est qui ton lanceur, qu'est-ce qu'il lance, c'est quoi sa force, c'est quoi la faiblesse du frappeur, euh, c'est quoi le score, on est dans quelle manche. Tu sais, il y a plein de facteurs que j'ai appris pendant les années. Tu n'apprends pas ça pendant 2 mois, là. Tu apprends ça sur beaucoup d'années, là. Ben, naturellement. Puis je pense que la phrase qu'on m'a déjà dit étant catcheur plus jeune, c'était faut que tu sois un ordinateur, faut que tu sois capable d'emmagasiner toute l'information et de la réutiliser au bon moment pour essayer d'être efficace le plus possible. Puis c'est sûr que quand tu n'as jamais fait ça, c'est un processus à apprendre. Fait que je pense que tes coachs avaient bien vu de te dire on va prendre le temps de te montrer et que tu sois à l'aise avant de te mettre dans une situation puis t'assurer que quand tu es dans cette situation-là, tu sois capable d'avoir du succès le plus rapidement possible. Naturellement, dans ton cas, tu étais dans les majeurs, dans les mineurs, donc tu veux quand même qu'il y ait du succès parce que ça peut t'avantager sur le long terme. Absolument, absolument. Puis c'est quelque chose que moi, je faisais déjà beaucoup à l'arrêt-court, dans le sens que, il me semble que je lancerais ci, il me semble que je lancerais ça. Ah, pourquoi on a lancé ci? Ah, pourquoi on a. Puis, tu sais, puis le scout qui m'avait repêché, il voyait ça parce que, tu sais, on se parlait beaucoup. Tu sais, le gars, il a fait vraiment de la recherche sur moi. On se parlait souvent après les matchs. Il me posait des questions. Puis, ce qui a fait aussi ma force, et ce qu'il a fait encore aujourd'hui, pas juste comme joueur, mais comme entraîneur, c'est de voir toutes les sphères du jeu. Tu sais, on le voit souvent dans les majeurs, beaucoup des gérants, c'est des catchers ou c'est des anciens catchers. Puis il y a une raison en arrière de ça, c'est que nous, là, t'as pas le choix, là. T'as pas le choix de suivre, d'être là, parce que les lanceurs aussi, ils voient ça. Tu as eu la chance de parler à Carl là, dans ton podcast, puis Carl, ça a été j'ai été son catcher personnel pendant quand même un petit bout. Puis, si tu en parles aujourd'hui à Carl, l'une des raisons qu'il aimait lancer ou quand moi je catchais, c'est que Carl pouvait comme avoir la tête fraîche, puis juste se dire, OK, je le sais que mon catcher a fait le travail, je le sais qu'il a fait son devoir, je le sais qu'il veut que mon bien, je le sais qu'il veut juste retirer du monde, puis il y a pensé. Tu sais, on se parlait après toutes les manches. Fait que ça, c'est vraiment important, surtout lorsque tu joues professionnel, parce que tu veux que le lanceur se concentre que seulement sur ce que lui a à faire, c'est faire l'exécution de ses pitches et non, bon, je veux-tu lancer ci, je veux-tu lancer ça, je veux-tu faire ci, je veux-tu faire ça. Fait que ça devient plus facile pour tout le monde dans ce temps-là. Et là, comme tu peux le voir, je suis légèrement un fan des Red Sox. Fait que quand j'ai fait un peu plus de recherche, parce que je veux pas, avant de savoir qu'on allait avoir un podcast ensemble, je connaissais José Pelé. Naturellement, étant dans le monde du baseball, je savais un peu t'étais qui, mais je savais pas exactement tout le parcours que tu avais. Fait que quand j'ai vu que tu jouais pour les Red Sox, je viré fou parce que moi, je suis un fan des Red Sox un peu trop exagéré. Et j'ai quelques questions de simple curiosité. Premièrement, dans ton parcours avec les Red Sox, comment ton processus de réussir à gravir les échelons s'est fait? Parce que quand on regarde un petit peu, là, dans ton année 2010, tu as eu une tentative avec les Sea Dogs de Portland. Tu as réussi à atteindre le niveau 2A. Tu te rapprochais des ligues majeures. Comment ça s'est produit, le fait de réussir à se rendre là, quand même, d'une manière assez rapide, là, en l'espace d'un été, et je te réussi à te rendre là? Comment ça s'est fait? Ben écoute, j'ai fait un ajustement au bâton avec les Pirates. J'ai eu 2 opérations au poignet. Puis ça avait quand même été difficile. Tu sais, si je retourne là, à mes années avec les Pirates, il aurait fallu peut-être qu'après ma deuxième opération, je prenne un peu plus de temps avec mon poignet. C'était pas nécessairement bien guéri. Et lorsque j'ai été avec les Red Sox, j'étais vraiment beaucoup plus en santé. Et j'avais fait quelques changements pendant cette année-là. C'était l'année aussi que Russell Martin m'avait beaucoup aidé pendant la saison morte. Je m'étais entraîné avec lui, avec Jean-Luc Blaquière. Yvan Lacarrotte était là aussi avec nous. Puis on avait eu beaucoup là, de training qui avait été vraiment le fun. Je me rappelle, on s'est entraîné avec Georges Saint-Pierre aussi pendant là, tout cet hiver-là. C'était quand même le fun. Puis on avait fait des changements au bâton qui ont bien fonctionné. Ça allait quand même assez bien. Puis eux autres, ils m'ont amené dans le 2A. Je me rappelle encore, là, tu sais, j'ai eu la chance là, de voir des joueurs là, qui jouent même encore aujourd'hui dans les majeurs.
Puis c'était le fun, c'est là que tu te vois que comme, holy shit, OK, man, ça s'approche, tu sais. Il n'y a rien plus le fun que de se faire monter, là, tu sais. Tu t'en vas plus haut, tu t'en vas. Puis j'ai eu la chance de jouer contre Joe Marlowe cette année-là aussi. De voir d'autres gars aussi qui étaient dans le 2A. Comme je dis, c'est toujours le fun. C'est toujours plaisant de voir ça. Préparer tes affaires. J'étais sur la route en plus, fait que c'était compliqué. Il faut que tu pognes tes choses, tu t'en vas ailleurs. Et encore une fois, ça avait été une expérience le fun, une expérience vraiment cool. Le terrain là-bas, il est vraiment le fun aussi, là. J'imagine que tu as déjà été. J'ai pas eu la chance d'y aller malheureusement, mais j'ai vu le Fenway Park, mais le terrain des Sea Dogs, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'y aller. Mais tu sais, naturellement, j'ai vu les photos du terrain, là, puis c'est un des très beaux terrains là, qui. Très beau terrain. Les Red Sox, là, ils font bien ça aussi là, dans les mineurs. C'était vraiment hot. Fait que non, tu sais, comme je te dis, de vivre ça, d'être là, d'être proche aussi. Tu sais. Puis je me rappelle aussi, on avait eu une de mes games là, Josh Beckett puis Mike Cameron étaient venus parce qu'ils étaient en rehab. Fait qu'on a passé là aussi. Tu sais, ma dernière année, j'ai passé quelques jours au Big League Camp aussi. Fait que tu sais, j'ai eu la chance de catcher là, tu sais, des gars qui étaient là aussi. Fait que tu sais, ça avait été quand même très le fun là, pouvoir vivre ça. Josh Beckett, c'est quand même un des joueurs qui a marqué le souvenir et la magie des Red Sox là, à travers les années qu'il a passé à Boston. Il y a certains joueurs qui t'ont marqué dans ton parcours quand tu étais jeune, tu as vu, comme tu as dit, tu as fait le Big League Camp. Y a-tu des joueurs que tu as fait, oh my God, il est vraiment différent que ce qu'on voit à la Andrew télé? McCutcheon, Andrew McCutcheon, tu sais, je l'avais pas vu encore à la télé. Tu sais, j'étais là avec lui quand il était là, puis écoute, là, la balle sortait de son bâton, pas pareil que les autres, là. C'est comme, c'est qui ce gars-là? Tu sais, c'est pas vrai que ce gars-là, il est là, là. Il est ben trop fort. Il était tout jeune. Écoute, je peux tellement t'en nommer, là. Sander Bogart, quand j'avais joué avec, là, 19 ans, man, on est dans le A fort, puis j'étais comme, va-t'en d'ici, man, t'es beaucoup trop fort. Avec les pirates, Starling Marte. Starling Marte, je me rappelle, j'étais dans le A, puis lui arrive là. On nous dit, hey, demain, on a un nouveau Dominicain qui arrive, là, mais il arrive direct de la République, il passe même pas dans le rookie ball parce qu'il paraît qu'il était trop fort. Je suis comme, bon, qui on va nous amener. Hey, mon gars, en une semaine, il a frappé genre 500, volé tous les buts, pogné trois gars au map. Tu sais, c'est une affaire complètement ridicule, là. J'étais comme, OK, man, trop fort. 2 ans plus tard, il y a des majeurs. Euh, Ensuite de ça, là, qui je pourrais te dire, Iglesias, José Iglesias, tabarnak, qui était fort défensivement, c'était ridicule. J'étais comme, mon Dieu. Anthony Rizzo dans le 2A avec les Red Sox aussi, il sortait de son cancer. Lui avait pogné un cancer jeune. Puis, écoute, ça m'a frappé à quel point il était bon. Puis, il y a des gars que j'ai joué contre que je savais que aussi c'était comme, OK, là, va jouer ailleurs. Tu sais, Buster Posey, j'ai joué contre. Il a duré une semaine dans notre ligue. Après, Bryce Harper, quand j'étais avec les Red Sox, si je me rappelle, il venait de se faire monter, puis c'était comme nous autres. En 3 matchs, il a frappé 4 circuits, dont 2 walk-off contre nous. Les deux, je catchais. J'étais comme, OK, une journée, une rapide en dedans, 94, salut. Après ça, la journée d'après, un changement de vitesse à l'extérieur, salut aussi. À 19 ans, un gars beaucoup trop fort. Manny Machado, lorsqu'il s'est fait repêcher la première année, était avec nous dans la New York Penn League, beaucoup trop fort aussi. C'était comme, OK, là, je comprends qui vous êtes. Drew Pomeranz aussi, lanceur gaucher, a joué quand même longtemps des majeurs. Je me rappelle, il avait lancé 2 fois contre nous. C'était beaucoup, beaucoup trop fort. Et Fait à, que, et à travers tes années, tu as fait ton parcours, tu t'es rendu jusqu'à, si ma mémoire est bonne, là, 2011, c'est la dernière année répertoriée que tu as fait dans les mineurs. À quel moment tu as su que c'était le temps de terminer le parcours dans les mineurs? ben écoute, c'est sûr que c'est pas toi qui décides, là. Tu sais, c'est pas toi qui décides quand est-ce que c'est fini, là. Mais euh, moi, comme je dis à tout le monde, tu sais, le monde qui me dit, ah, Rousseau, pourquoi tu t'es pas rendu ici et ça? Puis moi, j'ai une réponse pour tout le monde, puis c'est super simple, c'est, je n'étais pas assez bon. J'ai fait de mon mieux. J'ai été euh, jusqu'à ce que mon talent et mon corps m'ont donné. Tu sais, moi, là, j'ai pas eu de, comment je pourrais dire, j'ai pas eu
ils m'ont pas, je me suis pas senti jouer, genre, ou oh non, j'aurais pu plus. Non, 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 tu sais, oui, probablement, peut-être plus jouer longtemps dans les mineurs, surtout défensivement. Défensivement, sincèrement, je croyais que j'étais de calibre. Au bâton, je pense pas. Je pense que je me suis rendu jusqu'à où est-ce que j'étais capable. Oui, je me suis amélioré dans le futur après. Là, j'ai eu de très bonnes années avec les Capitales, mais je pense pas que j'aurais été assez bon offensivement pour pouvoir jouer dans les majeurs. Donc, je suis fier de mon parcours, je suis fier de ce que j'ai fait, j'ai donné de mon mieux, puis mon mieux, c'était pas assez pour les majeurs. Fait que de ce côté-là, là, je suis tellement sain avec ça, je suis tellement bien avec ça. Je le sais que j'ai donné tout ce que j'avais, puis mon meilleur n'était pas assez. Fait que de ce côté-là, tu vois, oui, ça m'a fait mal, tu sais, lorsque je me suis fait libérer et tout, mais ça m'a. On dirait que Alec des Capitales, tout de suite après, m'a tellement comme fait oublier ça, puis j'ai eu beaucoup de plaisir ensuite de ça. Ben, c'est très noble de ta part d'être capable de réaliser ça et de le comprendre, d'être capable de passer à la prochaine étape. Puis justement, les capitales, j'ose croire que c'est un Michel Laplante qui t'a envoyé un texto, un téléphone, puis qui te dit viens nous voir. En fait, même pas, non, c'est Ah dans le non. fond, moi, non, dans ce temps-là, là, que je me suis fait libérer, moi, mon agent, dans ce temps-là, c'était l'agent Russell Martin. Puis, bon, Yvan Nakarata travaille encore avec eux, justement. Puis, Yvan, tu sais, je m'étais entraîné avec eux autres tout l'hiver et tout, lorsque je me suis fait libérer. Je me rappelle, je m'en venais en voiture, puis c'est Yvan qui m'a contacté. Il m'a dit Hey man, ça te tenterait-tu que je contacte Scal pour jouer avec les Capitales et tout? Puis je ne vais pas te mentir, là, je vais être très honnête, Scal, il le sait, tout le monde le sait, là, je l'ai dit déjà auparavant. Je ne savais même pas c'était qui les Capitales. Tu sais, moi, je jouais là-bas aux États-Unis, fait que, tu sais, puis je venais de Montréal, fait que j'y pensais pas vraiment. Je savais c'était qui un peu, mais tu sais, that's it, là, par nom et tout. Fait que non, non, j'ai Scal, Yvan, il a dit, je vais contacter Scal, puis tu sais, Scal avait déjà presque son équipe de fête. Puis il m'a dit, all right, mais écoute, man, viens-t'en, puis on va te prendre dans l'équipe, tu sais, nous autres, là, il me reste une, deux places, puis ça a bien tombé. Joe Marlowe aussi s'était fait libérer cette année-là, fait que les deux, on est allés, je me rappelle encore, on a descendu les deux ensemble de Montréal pour se rendre ici, là, à Québec. Puis justement, à travers ces années avec les Capitales, tu as quand même gagné, si ma mémoire est bonne, c'est qu'il y a quelques championnats que tu as gagnés à travers ces années-là avec les Capitales. Comment ces années-là ont été aussi marquantes? Est-ce que vous le saviez en départ d'année que l'équipe s'en ira de grandes choses? C'est sûr qu'on l'espère tout le temps. Chaque année, on espère tout le temps que l'équipe va se rendre plus loin, mais à quel moment on savait, OK, hey, on a peut-être les choses qu'il faut pour se rendre jusqu'aux grands honneurs? Ben, écoute, moi, quand je suis rentré, ça faisait 3 ans de suite les quatre gagnés. Fait qu'on avait comme un titre à protéger. Tu sais, c'est la quatrième année. On avait quelques nouveaux joueurs. Puis en même temps, tu sais, c'était l'année où est-ce qu'il y avait le plus de Québécois avec des capitales aussi. Là, ma première année, j'espère pas en oublier, mais Pierre-Luc Laforêt était là comme entraîneur. Scal, bien sûr. On avait Patrick Daou qui était receveur. On avait Sébastien Boucher. Carl Gélina, Guillaume Dupont-Duguay, Jonathan Monlot. Il m'en manque. Il y avait moi, fait que ça fait 7. Il m'en manque 2. On avait Normand Gosselin était là aussi, puis il m'en manque un, Jean-Luc Blaquière. Fait que, on était 10 quand même, là, Québécois, là, qu'on était là, là. Guillaume Leduc. There you go. Guillaume Leduc. C'est crème. Moi, j'allais oublier Guillaume. Tu sais. Non, mais parce que Guillaume, il travaille avec moi ici à Québec. Puis, on était une gang. Fait que ça, c'était le fun. Tu sais, c'était rare que tu écoutais parler français dans le, dans le locker room. Tu sais. Dans la chambre des joueurs, on pouvait parler français. On, fait que, tu sais, quand est-ce que j'ai su qu'on avait une équipe spéciale? Mais comme c'était à tous les jours. Là. À tous les jours, on avait du plaisir, on avait du fun. On, c'était vraiment une équipe unie, tu sais, puis on avait des gars là-dedans qui avaient déjà gagné là, 2, 3 championnats avec l'équipe avant. Fait qu'on avait déjà quand même un bon noyau de joueurs qui voulaient vraiment, qui savaient déjà comment gagner, tu sais, qui savaient déjà c'est quoi c'était un championnat. Donc, plus que l'année avançait, plus qu'on y croyait, puis tu sais, qu'on était rendu dans les playoffs. Et lorsqu'on s'est rendu en finale, ben c'était incroyable. Puis à travers tes années, c'est combien de championnats exactement que toi, tu as gagné avec les. Moi, j'en ai gagné 2. J'ai gagné le quatrième puis le cinquième de suite. Quand même, On a ben, gagné l'année d'après aussi. L'année d'après, c'était fou. On a gagné au match numéro 7.
5 championnats quand même de suite, il faut le faire, là. On n'a pas vu ça dans les ligues majeures depuis plusieurs années. C'est des choses qui se voient de moins en moins, là. Faut Écoute, le faire. n'en gagner un, c'est tough. Imagine deux, imagine cinq. C'est quelque chose, honnêtement, là. Puis moi, j'ai une question de simple curiosité, parce que je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui vont vivre ça. Je sais que euh, là, je parle à travers mon chapeau un petit peu. Je me pose la question, puis c'est juste, je prends l'exemple de cette personne-là. Anthony Quirillon était avec les Phillies de Philadelphie. Ouais, Phillies de Philadelphie, j'étais correct, ouais. Il a été libéré cette année, c'est de ce qu'on se comprend. Il est rendu avec les Capitals de Québec. Quel conseil, à titre d'entraîneur et ancien joueur, tu peux donner à un Anthony Quirillon qui, j'ose croire, souhaite retourner dans les ligues majeures d'ici quelques années, potentiellement, là? Comme je dis, j'ai pas parlé avec Anthony, j'ai aucune idée là, de son parcours, mais si on prend en exemple un joueur qui vient avec les Capitals, il aurait une chance de retourner avec les ligues majeures, quel conseil, toi, comme coach et ancien joueur, tu pourrais lui donner? C'est cliché, mais c'est et du plaisir. Et je vais élaborer. Lorsque tu es dans les mineurs, souvent, tu as des choses à suivre ou tu as pas des règlements, mais des consignes à suivre. Tu sais, on veut pas que tu fasses ça ou on veut que tu fasses ça, on veut que tu attrapes la balle d'une façon, on veut peut-être que tu frappes d'une façon X ou de. Tu sais, tu as souvent des petites affaires, puis des fois, tu te sens pas libre. Alors que lorsque tu es dans les baseball affiliés, il y a un seul et unique but, c'est de gagner. C'est tout, là. Dans les mineurs, c'est pas nécessairement ça le but. Tu comprends? Mhm. Donc, lorsque tu arrives dans le baseball indépendant, c'est de gagner. Puis comment tu fais pour gagner, c'est avoir du plaisir. Puis comment tu fais pour avoir du plaisir, c'est jouer comme toi t'aimes jouer, faire les choses que toi t'aimes faire, puis qui te rendent, t'as du succès. Tu comprends? Fait que Ouais. si j'ai un conseil à lui donner ou un conseil à donner à n'importe qui s'en va jouer dans l'affilié, dans le but, dans l'indépendant, dans le but de retourner dans l'affilié, c'est hey man, n'importe quoi que tu as fait qui a fait en sorte que tu t'es rendu dans l'affilié, ben, refais-le. Tu sais, tu faisais quoi quand tu étais au collégial? Tu avais du plaisir, tu voulais frapper des shots, tu voulais pogner du monde aux deux. Comme lanceur, tu voulais striker tout le monde, tu essayais des choses. Tu sais, tu aies du plaisir parce que de toute façon, le reste, tu ne peux pas le contrôler. Tu me suis, puis dans les mineurs, tu te bats souvent contre tes coéquipiers, tu te bats souvent contre les gars qui sont à ta droite, à ta gauche ou en avant. Alors que dans le baseball indépendant, tu te bats contre personne. Là. Tu te bats contre l'autre équipe. Donc, c'est vraiment là, faire ce que tu aimes parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Fait que, fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes, catch comme tu aimes, lance sur les buts comme tu aimes. Tu sais, moi, c'est carrément ça qui m'est arrivé. Tu sais, je me rappelle Pierre-Luc Laforêt, c'est lui qui m'a dit, tu sais, Josué, les choses que tu ne pouvais pas faire des mineurs, vas-y, là, enjoy. Je me rappelle, après le premier mois, là, je me rappelle, je frappais comme 117 là, avec les capitales. Puis je me rappelle, Pierre-Luc m'avait pris, puis il m'avait dit, Josué, fuck it, tu vas jouer demain, puis d'après-demain, puis après-demain, have fun, bro. Have fun, vas-y, man, amuse-toi. Puis depuis ce temps-là, là, ça a juste monté. Là. C'est honnêtement le meilleur conseil. Have fun, on joue à ce jeu-là parce qu'on avait du plaisir puis on aimait jouer à ce jeu-là. Faut pas dénaturer l'origine de pourquoi on a commencé à jouer au baseball ou à n'importe quel sport. Exact, Puis exact. quand on regarde ton parcours, tu as eu quand même plusieurs chapeaux que tu as portés dans le domaine du baseball, tant de ton travail avec RDS que ton travail avec les Canoniers de Québec, que maintenant avec les Aigles de Trois-Rivières depuis la fin de 2023. Tu as été t'es coach avec les Canoniers de Québec, puis tu as fait comme beaucoup de choses, dont un qui est quand même très intéressant parce que j'ai une petite anecdote pour toi. L'année que tu as appris que tu allais travailler avec les Blue Jays de Toronto, j'avais mon frère qui était dans le bus parce que tu étais avec l'ABC en Floride, si je me souviens bien. Parce qu'il me racontait cette anecdote-là. Il disait on est dans le bus, puis ça sort sur les nouvelles, on apprend que José Pelé va travailler avec les Blue Jays de Toronto. Puis tu étais dans le bus, puis il me disait que tout le monde était parti à t'applaudir pour te féliciter là, de cette nouvelle emploi-là. Mais mon questionnement le plus simple, comment c'est arrivé? Comment tu as été approché, puis que c'est devenu une possibilité de travailler avec les Blue Jays? Ben, c'était la première année que la MLB, donc les ligues majeures, obligeaient chaque équipe d'avoir un traducteur pour les joueurs hispanophones. Donc, les Blue Jays, il avait donné cette tâche-là à Andrew Tenish. Andrew Tenish qui s'occupe, dans ce temps-là, je ne sais pas maintenant, il s'occupe du recrutement international.
qui est donc tous les joueurs à l'extérieur des États-Unis. Andrew Tenish avait déjà joué avec les Capitals comme lanceur dans les années début 2000 là, ou fin 90. Et c'était un coéquipier à Michel Laplante. Et moi, cette année-là, moi, je m'étais blessé à l'ischio-jambier, puis j'avais été à Cuba avec Michel pour justement là, aller chercher là, Gouriel, c'était notre premier joueur. Tu sais, nous, on voulait aller chercher des joueurs cubains pour venir jouer avec les Capitals. Tu sais, parce qu'on s'entend, les Cubains ont le droit de venir au Canada, pas aux États-Unis. Et donc, on avait fait toutes les démarches et tout, puis j'avais été avec Michel, puis c'est moi qui avais tout fait avec Michel à Cuba. Écoute, on avait été voir le président, lui, l'autre. Écoute, on a fait tout, là. Puis, tu sais, c'est sorti des journaux, c'est sorti à Toronto et tout. Puis, les Blue Jays, eux, ils voulaient quelqu'un, pas juste qui traduise, ils voulaient quelqu'un qui soit capable d'aider le coaching staff. Ils voulaient pas juste un traducteur qui est là puis qui fait rien, à part juste aider les gars, tu sais. Fait que Andrew avait appelé Michel, puis il a dit Hey, le gars qui était avec toi, tout, c'est qui t'a aidé à traduire et tout ça? Il dit Ah, c'est un de mes joueurs. Tu sais, il dit OK, il fait quoi? Ben, c'est un catcher, il a joué des mineurs. Ben, il dit OK, es-tu capable de lancer des pratiques au bâton? Michel, aucune idée. Tu sais, je vais l'appeler. Fait que Michel, il m'appelle. Il dit Hey, Josué, écoute, j'ai un appel. Si ça t'intéresse-tu? Ben oui, absolument. Tu sais. Fait qu'Andrew, il m'a appelé. Puis, écoute, ça a été tellement beaucoup d'entrevues. Tu sais, il faut que tu passes des entrevues avec les Jays. Il faut que tu passes une entrevue avec les ligues majeures. Il faut que tu passes une entrevue avec la sécurité des ligues majeures. Un background check. Ensuite de ça, que j'ai tout passé ça, ils te font un examen en espagnol aussi, un examen en anglais. Ensuite de ça, j'ai été en Floride, mais j'étais déjà en Floride en fait, fait que j'ai été au complexe des Jays. Euh, je sais qu'on était beaucoup, on était à peu près 30 qui ont contacté, puis là, on était rendu 3. On était les 3 derniers, on est allé au complexe des Jays. On est allé lancer une pratique au bâton aux gars des mineurs. Moi, j'avais lancé dans ce temps-là à Vlad, BGO, puis 3 autres gars là, qui n'ont pas joué des majeurs, mais les autres étaient là, ils étaient des mineurs dans ce temps-là. J'ai lancé ma pratique au bâton, puis le lendemain, là, après ma pratique, tout, ils nous ont dit OK, parfait, vous deux, là, moi puis un autre, l'autre qui s'est fait couper, vous revenez demain, vous lancez contre les gars des majeurs. Pratique au bâton. Et tabarnak, j'étais stressé. Fait que le lendemain, j'ai lancé contre Donaldson, Edwin, Smoke, Batista, puis Russell. C'était mon groupe. Russ, je le connaissais, on était amis, bang. Fait que j'ai lancé ma pratique au bâton, stressé, bang. Puis après ça, j'ai fait une entrevue, un mock interview, comme s'il faisait vraiment une entrevue, puis tu devais traduire avec le coach au 3 qui était Rivera dans le temps. Puis on a fait une entrevue, comme ça, comme si j'étais avec un joueur et tout. Puis 2, 3 jours plus tard, je me suis fait appeler, puis on dit OK, t'es prêt à t'en venir au camp d'entraînement quand? C'est toi qui as la job et tout. Fait que écoute, j'étais holy shit. Qu'est-ce qui arrive? Wow! Fait que je suis arrivé au camp d'entraînement une semaine avant que la saison commence. Puis le reste, c'est que de l'histoire. Tu sais, j'ai commencé seulement comme je lançais la pratique au bâton. Puis je traduisais pour les gars. La même année, j'ai commencé aussi à catcher dans l'enclos. J'ai commencé aussi ensuite, tu sais, mon bras était en santé, fait que je me lançais avec les lanceurs là, avant les matchs parce que les coachs n'étaient pas capables de rendre la balle. Tu sais, les autres, il fallait qu'ils fassent des cut-offs pour rendre la balle jusqu'au gars de l'autre bord. Ensuite de ça, j'ai eu la chance, comme je te dis, bon, j'étais dans le bullpen, je faisais ça, j'ai eu la chance de travailler dans le video room, fait que j'ai fait pendant quelques mois le replay room, là, tu sais, quand il y a un jeu à la reprise vidéo. J'ai appris tout ça, fait que j'ai été capable de faire ça aussi une couple de fois. Dans le fond, John Gibbons, il me faisait beaucoup confiance, puis on était à LA, puis le gars qui faisait ça, il s'est trompé une fois. Puis John Gibbons l'a vraiment pas pris. Fait qu'il a dit Josué, c'est toi qui es là demain. Fait que demain arrive tôt, puis ils vont te former. Fait qu'avec 2, 3 heures de formation, j'ai fait ça pendant une couple de mois aussi. Fait que non, j'ai touché à tout. Tu sais, j'étais à tous les meetings des coachs. J'étais à tous les meetings des lanceurs, les meetings des frappeurs d'avant-match, d'après-match. J'étais avec les meetings des coachs. J'ai eu la chance de toucher un peu à tout, tu sais, comment couper un gars, comment y rappeler un gars, comment on se préparait pour les matchs. Fait que, tu sais, j'explique souvent à beaucoup de monde qui me demande, tu sais, c'est quoi que tu as aimé le plus de tout ça? C'est-tu prendre l'avion, aller d'un terrain, tu sais, le glamour qui vient avec tout ça? Puis je dis non, vraiment pas. Là. Moi, ce que j'ai le plus aimé de tout,
C'était comme si moi, j'allais à l'université du baseball. Wow! Fait que c'était, j'ai tellement appris de choses en touchant à tout, tu sais, en parlant avec le manager, en parlant avec le hitting coach. Tu sais, j'allais à toutes les pratiques au bâton, pas sur le terrain, mais avant, tu sais, quand on va faire là, des petits ajustements avec les frappeurs, tu sais, les frappeurs, ils aimaient ça que je vienne, ils aimaient ça que j'aille leur lancer, ils aimaient ça que j'aille leur parler. Tu sais, il y avait beaucoup de choses que j'ai appris, tu sais, quand j'étais dans le pen, là, comment les gars, ils se préparent, qu'est-ce qu'ils font, tu sais, fait que tout ça. Moi, j'avais un petit cahier aussi, tu sais, j'écrivais à chaque fois, j'avais des choses que j'apprenais nouvelles, je les écrivais. Tu sais, puis je les écrivais, holy shit, ça, puis ça, tu sais, comment Batista frappait, comment lui frappe. Tu sais, tout le monde est différent, là. Il y a pas une façon parfaite de, de, de frapper, là. Tu sais, il y a pas une façon parfaite de lancer, il n'y a pas une façon parfaite de. Tu comprends? Il y a plein de façons de faire les choses. Les équipes font les choses différemment aussi. Fait que c'était quand même assez, comment je pourrais dire, c'était quand même assez pédagogique tout ça, là, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, bon, moi, attends, là, c'est le fun tout ça, là, mais il faut que je me rappelle de plein de choses que je fais ici, tu sais. Il faut que je me rappelle de plein de choses que j'apprends. Parce que tu sais Fait pas à que quel moment ça se c'est termine. c'est surtout ça. Puis, crème, moi, j'ai été chanceux, là, lorsque j'étais là, j'avais tu sais, j'ai des gars qui vont être Hall of Famer là-dedans, j'avais des gars qui ont été au match des étoiles, j'ai des gars qui ont gagné des gants d'or, j'ai des gars qui ont gagné des MVP, tu sais, j'ai des gars qui ont gagné des Cy Young pendant que j'étais là. Fait que, tu sais, il fallait que je profite de tout ça. Puis pour moi, c'était facile, tu sais, j'avais leur âge, fait que je pouvais leur parler comme si j'étais leur ami, tu comprends? Je n'allais pas leur parler comme un coach ou comme si j'allais les couper ou comme si j'allais, tu sais, j'étais juste là pour apprendre. Et comment tout ça s'est transféré dans le travail que tu fais aujourd'hui, étant comme entraîneur avec les Canadiens, tu as été dans l'organisation des Alouettes de Charlebourg dans la LBGQ pendant quelques années. Je crois que tu l'es encore comme DG, ça se peut? Avec les Alouettes, ouais. Et comme aussi représentant de compagnie maintenant, tu as été avec Rawlings, tu avec Lanxio maintenant, qui fait Wilson, si ma mémoire est bonne. Comment ça t'as réussi à transférer toutes les connaissances que tu as eues des meilleurs joueurs pour ramener ça tant dans les compagnies de baseball que dans le sport-études? Ben écoute, c'est tellement, pour moi, là, comme je dis à tout le monde, je me trouve juste tellement chanceux de pouvoir amener ça dans toutes les sphères, tu sais, de mes jobs de tous les jours, de ma vie de tous les jours, tu sais, de pouvoir utiliser tout là, je vais dire un anglicisme, là, le knowledge, utiliser tout cet apprentissage-là euh, euh, dans toutes les sphères des choses que je fais. Ça peut être comme dans l'apprentissage ou comme dans l'enseignement des jeunes dans le baseball ou l'enseignement des coachs aussi. Tu sais, j'ai des coachs, j'ai des gars là, que je coach avec ou qui coachent des équipes qui me posent des questions par rapport à comment les choses se font. Tu sais. Fait que c'est puis, tu sais, puis je continue à le faire, by the way. Là, tu sais, j'ai pas appris ça 3 ans puis j'ai arrêté là. Tu sais, j'ai encore des contacts à qui je peux parler, à qui je peux être à l'ordre du jour. Tu sais, je suis chanceux, je suis capable de. Tu sais, je vois Édouard Julien à tous les jours pendant la saison morte et il me parle aussi de ce qui se fait encore dans les majeurs et qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, à quoi les Twins pensent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que lui il fait. Fait que, tu sais, ça vient juste tout appuyer. Tu sais, c'est ça que je dis à tous les jeunes que je coach ou à tous les adultes que je courtois. Tu sais. Lorsque je leur parle de quelque chose, je ne l'ai pas inventé, là, je l'ai appris de quelque part. Tu sais, je l'ai retenu d'une ou de mes plusieurs expériences que j'ai pu vivre dans tous ces domaines-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, lorsque je coach, comme tu dis, tu sais, ou lorsque que je suis dans une pratique, mais tu sais, que je suis capable de l'amener. Et justement, tu parlais d'Édouard Julien. Tantôt, tu me mentionnais que tu es très ami et proche de Douglas Toro, donc involontairement, tu es proche d'Abraham aussi. Peux-tu nous partager un peu ton
common sense sur leur performance présentement, là. Ça fait un certain temps que j'ai pas vu les statistiques des deux joueurs. Je sais qu'Abraham, ça va quand même très bien avec les Aces d'Oakland. Dans les dernières nouvelles que j'ai vues du côté d'Edouard, c'était un petit peu plus difficile, mais sa présence à Toronto avait quand même bien été à ma mémoire. Comment tu vois leur évolution? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de ce que toi tu vois présentement? Ben écoute, premièrement, sont des majeurs. Déjà là, c'est un exploit complètement incroyable. Tu sais, des petits gars de chez nous, ici au Québec, tu sais, c'est fou, là. C'est fou le monde qui ne comprend pas là, que ça aille bien ou moins bien. Ils sont des majeurs. C'est déjà là, man. Ça va très bien. Juste qu'ils soient là, là, ça va vraiment bien. Pour vrai, c'est de continuer leur progression. Tu sais, je pense qu'Abraham n'est même pas encore rendu à son top, et Edouard encore moins. Tu sais, c'est des gars qui continuent à apprendre à tous les jours. Tu sais, Edouard, là, c'est tout nouveau encore. Là. Euh, c'est sa deuxième année dans les majeurs. Tu sais, l'année passée, c'était même pas une vraie première année. Tu sais. Fait que c'est de l'ajustement. Tu vois, les lanceurs, ils s'ajustent aux frappeurs. Ça va être eux autres de s'ajuster aussi. Juste de continuer de rester en santé, c'est ça le plus important. Rester en santé pour que tu puisses justement jouer à ton meilleur niveau. C'est ça qui est difficile au baseball. C'est tellement des saisons tellement longues. Tu sais, c'est une chose que j'ai appris aussi, là, c'est que les gars, là, c'est long. Là. Tu sais, lorsque j'étais avec les Jays, tu sais, imagine, je jouais pas puis j'étais fatigué. J'imagine pas eux autres. Fait que, tu sais, c'est long, c'est de rester en santé, c'est d'avoir leur sommeil, c'est de bien manger, de continuer à s'entraîner, de continuer à faire des ajustements. C'est ça qui est le plus difficile. Puis c'est d'avoir une mémoire quand même assez courte. Tu sais, donc, lorsque tu vas moins bien, euh, se rappeler que bon, il y a encore demain. Tu sais, c'est ça qui est cool au baseball, c'est que tu as toujours le lendemain. Tu sais, je compare à d'autres sports. Là, au football, tu manques un field goal. Là, bonne chance. Là, ça se peut que tu n'en aies plus jusqu'à la semaine d'après. Il faut que tu attendes 7 jours. Tu sais. Alors qu'au baseball, tu peux te reprendre. Là, tu sais, tu peux avoir 3 journées de 0-4 puis avoir 2 jours de suite 2-4. Tu es correct. Là. Fait que, tu sais, c'est surtout ça. C'est ça que j'ai appris le plus des vétérans. Des Edwin Encarnacion, là, je m'en rappelle, là, c'est un des gars, là, Joey Batista, un des gars les plus, le plus intelligents que j'ai connu sur un terrain de baseball. Là. C'est beaucoup de monde le voyait de l'extérieur. Ah, il a l'air ci, il a l'air ça. Je suis comme, hey, vous ne le connaissez pas. C'est tellement un gars smart, c'est tellement un gars. euh, fait que, non, non, euh, c'est- euh, je leur dirais juste, guys, take care of your body, prends soin de ton corps, puis continue à travailler. À part ça, là, c'est des gars qui sont tellement talentueux, c'est des gars qui ont tellement travaillé fort pour où est-ce qu'ils sont, c'est qu'ils méritent d'être là. Puis lorsque tu es en santé, c'est toujours plus facile de pouvoir faire tout ça. Puis, tu sais, moi, ce que je me pose comme question, puis ça va être une drôle de question peut-être, là. Euh, Est-ce que tu trouves que les médias peut-être peuvent être un peu sévères envers les joueurs? Parce que, tu sais, il y en a qui se posent la question, Abraham Taureau en a à sa quatrième équipe. Est-ce que si ça fonctionne pas bien à sa quatrième équipe, c'est plus difficile pour lui de rester dans la Ligue majeure? Ou l'an passé, parce qu'Edouard a eu une très grosse saison, on dirait que les gens s'attendaient à ce qu'Edouard revienne et frappe 600. J'exagère peut-être un petit peu, là. Mais on dirait que on voyait certaines narrative qui se posait plusieurs questions sur ces deux joueurs-là. Toi, tu vois ça comment? Mais moi, je vois ça, je vais prendre les deux côtés. Je vais parler premièrement du côté des médias. Les médias, c'est leur travail. Les médias, c'est leur travail. C'est une chose que moi, j'ai appris beaucoup lorsque j'étais avec les Jays aussi. C'est d'en prendre et en laisser ce que les médias disent. Parce que, tu sais, je vais donner des exemples sans nécessairement être précis. Mais, ça y est, M. Langlois, il ne parle plus à Josué Pele. Il ne se parle plus dans le locker room. Là. Les deux, ils ne s'aiment vraiment pas. Euh, euh, tu sais, ça va pas bien. C'est pour ça que les deux, là, avant, c'était des amis. Puis là, ils ne se parlent plus. Puis là, moi, je suis dans le locker room. Puis je suis comme, ben non, même, ces deux gars-là, ils se parlent. C'est quoi qu'ils parlent? Les autres, ils veulent mettre la marde. Tu sais, ils veulent toujours chercher quelque chose. Puis c'est correct, c'est leur travail, comme je te dis, tu sais, ils veulent être différents des autres. Fait que, tu sais, ce qui se dit vrai, ce qui se dit dans la télé, dans les journaux et tout, dans les réseaux sociaux, on peut pas nécessairement savoir ce qui est tout est vrai ou si tout est faux. Fait qu'il faut en prendre et en laisser. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, ici, les médias, pour le baseball, tu sais, on a deux petits gars. Si Édouard Julien s'appelait John Smith, puis Abraham Taureau s'appelait Bob Smith, mais on n'en parlerait même pas.
sais, si je te demande aujourd'hui, hey, c'est qui le champ gauche des Aces d'Oakland? T'as aucune idée. Tu le sais pas. Bon, je sais pas, il frappe combien, il fait quoi? Exact. Mais parce que c'est nos gars de chez nous, on les regarde de même, là, ça loupe là, solide et on s'attend plus, on dit pas si ça. Moi, je le dis toujours, les gars, man, ces gars-là sont dans les majeurs. On en a deux, on peut-tu leur faire attention? On peut-tu, genre, se dire, OK, non, man, ils sont là, on va les appuyer, et que ça aille bien. Quand ça va bien, on va leur dire, hey, good job, hein? Puis quand ça va mal, hey, sais-tu quoi? On croit en eux, on veut qu'ils continuent, on les. Tu sais, fait que ça, c'est du côté des médias. Tu sais, je trouve que, oui, des fois, on est capable d'être assez dur envers eux, mais d'un autre côté, je me dis que, bon, c'est leur travail et tout bad, mais je pense qu'on devrait être vraiment plus fiers que d'autres choses de nos deux petits gars qui sont là. On a Charles Leblanc qui cogne à la porte aussi. Otto Lopez qui, justement, ça va très bien. Lui aussi, là, il est à sa troisième, quatrième équipe, là, puis tu vois que ça va mieux aussi. Fait que moi, je trouve il faut juste être fier de ces gars-là. Non, Il faut définitivement. continuer à les pousser parce que nos jeunes ici, c'est le rêve. Là, Édouard s'entraîne ici avec nous l'hiver, puis tu vois les jeunes du sport-études qui le voient tous les jours. Là, ils ont les yeux gros de même, ils s'achètent toutes des chandails, ils font signer et tout. Fait que, il faut être fier de ça, faut les appuyer, que ça aille bien, mal, moyen. Il faut être derrière eux parce qu'on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup, puis il faut profiter de ces gars-là alors qu'ils sont là pour créer des rêves, pour qu'il y ait plus de jeunes qui jouent, pour que les jeunes aient des idoles. Tu sais, moi, là, toute ma vie là, de joueur, là, au Mont-Visquel, là, je me rappelle encore, j'avais 14 ans quand je l'ai vu au Stade olympique, je pleurais là, quand je l'ai vu là, parce que je capotais à quel point que c'était mon idole, tu sais. Puis j'entendais pas, moi, parler des médias ici au Québec de Montvisquel, là, parce qu'on personne qui parlait de lui parce qu'on s'en foutait, là. Tu sais, fait que moi, que ça aille bien ou mal, je m'en foutais, c'était mon idole. Je voulais être comme lui, je voulais travailler comme lui, je voulais faire des jeux comme lui, je voulais m'habiller comme lui, tu sais. Fait que, je pense qu'il faut, peu importe comment leurs performances vont, il faut les appuyer. Il faut être derrière eux. Il faut être derrière nos gars qui sont dans les mineurs aussi pour qu'ils se rendent, pour qu'il y ait plus de jeunes, là, justement. Plus qu'on a de jeunes qui jouent et qui ont un rêve, mais plus qu'on a de chance d'avoir des jeunes qui se rendent, tu sais. Est-ce que tu crois que le fait d'avoir de la constance sur l'action, dans le sens où Abraham est dans une équipe où en ce moment, dans les dernières années, les Aces, euh, les jeunes joueurs, quand ils arrivaient, ils ont la chance de jouer. Et quand il est tombé avec les Mariners, il y a eu des gros noms qui sont arrivés rapidement. Donc, la place d'avoir une chance de jouer sur le terrain et de jouer souvent sur une longue période de temps, c'était quelque chose qui était plus difficile. Même chose du côté des Astros, quand tu as un Alex Bregman, c'est difficile de dire je vais avoir la chance d'avoir plusieurs matchs au troisième but et de prendre des reps. Toi, tu vois ça comment? C'est sûr que ça l'aide. Au baseball, c'est un jeu de tous les jours, hein. Fait que, tu sais, comme je t'expliquais tantôt, là, lorsque tu joues à tous les jours puis tu as la confiance de l'équipe, ben, c'est beaucoup plus facile. Tu le sais que tu es 0 en 4, tu le sais que demain, tu es là. Tu le sais que l'équipe te fait confiance. Donc, tu es capable, lorsque tu arrives au bâton, de juste penser à, bon, je laisse mon talent agir. Alors que quand tu le sais que tu es un joueur de soutien, que tu es un joueur qui n'est pas sûr, tu es 0 à 1, tu capotes déjà, là. Tu sais, un peu de la même façon pour tous les autres joueurs là, qui sont dans les majeurs. Lorsque tu joues puis tu vois plus de lancers, ça devient plus, je dirais pas plus facile, mais mettons que la tâche est moins difficile. Donc oui, tu sais, c'est certain, lorsque tu as un Breakman, Correa, puis José Altuve, là, tu veux jouer où, hein? Tu sais, tu peux pas jouer, là. Mariners, c'était pareil. Donc, je pense que c'est un environnement parfait pour Abraham de, de refaire sa place dans les majeurs comme un joueur de tous les jours. Puis qui sait, tu sais, peut-être que les A's l'année prochaine, en étant à Vegas, vont vouloir le garder, vont vouloir lui donner un contrat de plusieurs années, ou peut-être, je ne sais pas, une équipe des playoffs qui a besoin d'un joueur va aller chercher Abraham, puis il va signer pour plusieurs années. Tu sais, Abraham est rendu dans ses années d'arbitrage, donc euh, tu sais, on ne le sait pas. La saison est jeune et tout. Moi, ce que je souhaite pour nos deux petits jeunes là, qui sont dans les majeurs, mais trois maintenant avec Otto, c'est les gars rester en santé puis continuer à démontrer ce que vous savez faire. Des mots de sagesse de la part de José Pelé. Mais j'ai dernières questions pour toi et je te laisse filer après ça. Premièrement, j'aimerais savoir comment la possibilité de devenir représentant d'une compagnie de baseball s'est produite et qu'est-ce que tu vois qui est peut-être à améliorer chez la connaissance des gens envers s'équiper pour le baseball.
Ben, écoute, ça a été vraiment là, des circonstances. Lorsque j'avais, pendant la COVID, tu sais, tout a été fermé et tout, là. Donc, ça a été quand même assez difficile pour tout le monde. Moi, j'ai eu la chance, Brian Massey, que lui il est représentant avec Rawlings Easton. Il s'est parti d'une nouvelle compagnie, Proaction, qui est une compagnie là, de nettoyage là, industriel. On s'entend pendant la COVID, tout le monde avait besoin de ça. Fait que, tu sais, ça l'a vraiment explosé. Donc, lui, il cherchait quelqu'un là, pour faire son travail. Et il savait que tu sais, pendant le COVID, plus personne n'avait de job et tout, presque. Donc, il m'avait approché, puis tu sais, ça reste que du baseball. Donc, pour moi, ça a été là, vraiment un don. C'est vraiment super bien tombé. Tu sais, moi, j'étais à l'école en communication, donc aller voir des magasins, parler à du monde, leur expliquer comment le baseball fonctionne, puis les produits et tout. Pour moi, c'était facile, dans le sens que tu sais, je connais déjà ça. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu apprennes des quelques affaires techniques à gauche et à droite, mais ça l'a vraiment bien coulé. Puis, j'ai été avec eux autres pendant 2 ans et demi. Et là, dernièrement, ça fait quelques mois là, que j'ai eu la chance de retourner avec Langto. Donc, Langto, c'est une compagnie de distribution. Ils font pas que du baseball, là. Ils font plein d'autres choses. Ils font du ski, ils font du vélo et tout. Mais il y a une division Team Sport, donc Louisville, Ivo Shield, Desmarini, Wilson, c'est leur grosse compagnie. On est tous ensemble, donc je suis retourné avec eux. Puis écoute, c'est vraiment le fun, c'est vraiment cool de pouvoir vivre de ce que tu aimes le plus, du baseball. Et en même temps, par la bande, tu n'as pas le choix d'enseigner les magasins puis les vendeurs et tout le monde comment le baseball fonctionne, parce qu'on s'entend qu'on est dans un pays de hockey, un pays d'hiver, un pays de ski. Tout le monde connaît ça. Le baseball, c'est plus challenging, c'est plus difficile. Donc, comment montrer à un parent c'est quoi la bonne grandeur d'un bâton, le poids, comment mettre un gant, comment l'utiliser, comment on se sert de ça. C'est de quoi de récurrent qu'il faut que tu enseignes aux vendeurs et aux magasins pour qu'ils puissent justement bien le montrer aux acheteurs, qui sont les parents, là, justement. Donc, tu sais, c'est une roue qui tourne. Tu sais, j'ai des élèves là, qui viennent me voir, qui justement, ils me demandent des conseils. Hey, je m'achète quoi? Je m'achète ci, je m'achète ça. Tu sais, puis, comme dans n'importe quel produit, tu sais, je vais faire une comparaison. Tu sais, mettons comme les voitures, là. C'était quelqu'un qui fait de la course, mais tu sais, je vais te conseiller une voiture de course. Tu sais, je ne vais pas te conseiller une Civic. Tu comprends? Fait que, tu sais, Ouais. c'est pareil, tu sais, c'est un petit peu comme ça, tu sais, tu comprends? C'est tout dépendant qu'est-ce que tu joues, quel niveau. Tu vas-tu au sport-études? Si tu es quelqu'un qui joue juste l'été? Bon, je vais te conseiller un gant peut-être un peu plus cher, un meilleur cuir. Pareil pour les bâtons, pareil pour, tu sais, un peu de tout. Il y a des règles à suivre, tu sais, aussi des règlements dans chaque ligue et tout. Donc, c'est vraiment le fun de ce côté-là, de pouvoir enseigner ça aussi. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir là, vivre du baseball dans toute ma vie, là. Et moi, j'ai une question parce que tu sais, j'ai eu à vendre des gants à ces gens-là qui, des fois, se tentent d'apprendre un peu comment on peut avoir certains gants, comment on peut avoir telle chose. Et souvent, quand on tombait dans une catégorie où les joueurs vont se promener de plusieurs positions, le parent était hésitant des fois à avoir un gant qui était, là, on dirait que le mot me perd, mais je pense que c'est 11,75, là, qui était un petit peu grand, pas trop, dépendamment des positions qu'il jouait. Et les parents souvent tentaient d'aller soit trop grand ou trop petit. Toi, quel conseil tu donnes à un enfant qui vient de dire je joue pee et je joue majoritairement les corners et le outfield? Quel gant tu conseillerais? Écoute, pour quelqu'un qui est pee là, je pense que 11,5, 11, 3 quarts, si tu joues un peu partout, même au short puis au deux, même au first base, tu es capable de jouer avec un gant comme ça. Il va être parfait pour l'outfield. Il va peut-être être un petit peu grand pour l'infield, mais c'est correct. Tu sais, tu tournes pas de double jeu quand t'es pee là. Tu sais, t'as pas besoin de sortir la balle vite. T'as pas besoin de. Fait que, tu sais, si tu joues un peu partout, chose que, by the way, moi, j'espère que les coachs font, là, fais jouer ton jeune partout. Il faut que tu apprennes à jouer partout. Comme ça, lorsqu'il y a des jeux, puis tu vas grandir, tu vas comprendre ce qu'est l'opposition à vivre. Tu sais, tu vas, ah, pourquoi il lance pas bien? Hey, man, c'est pas facile de jouer là, là. Tu as déjà joué là, tu le sais. Fait que, tu sais, lorsque tu es capable de jouer un peu partout, je trouve que c'est important. Donc oui, tu sais, un 11,5, 11 3 quarts, là, si tu vas dans le 12, ça va être trop grand pour jouer dans l'infield à cet âge-là.
Malgré que, tu sais, dans les majors, il y a des gars qui jouent avec des 12 là, au troisième but parce que la balle, elle vient quand même assez vite. Tu n'as pas besoin de la sortir vite non plus. Mais pour un jeune là, en bas de 14-15 ans, là, puis en 10 et 15 ans, là, un 11,5, 11 3 quarts, tu vas être correct pour jouer partout avec ça, là. Ça, c'est les meilleurs conseils qu'on peut recevoir. Et avant de te laisser quitter, je m'en voudrais de pas te poser la question. Comment tu trouves ton expérience avec RDS? Ah, incroyable, tu sais, j'ai commencé il y a quelques années, là, tu sais, comme je te l'ai dit, moi j'ai été à l'école en communication. Pendant la COVID, j'ai été finir justement mon école pour ça. J'ai toujours voulu faire de la télé ou de la radio. J'ai tout le temps aimé ça, surtout lorsque j'ai fini avec les Blue Jays, avec les connaissances que j'ai pu avoir là, en étant aussi un joueur latino-américain. Tu sais, expliquer un peu aussi à la télé pourquoi des fois les joueurs latino-américains font des choses un petit peu plus différentes ou comment ça fonctionne là-bas. Tu sais, c'est juste une question de culture aussi, là. Tu sais, j'essaie d'expliquer ça au monde un petit peu avec le hockey. Tu sais, un Finlandais, un Suédois, un Russe. Tu sais, des fois, ils ne jouent pas pareil qu'un Nord-Américain, là, tu sais, qu'un Canadien ou un Américain, sans nécessairement dire qu'il est meilleur ou moins bon. Là, tu sais, c'est juste des choses qui sont différentes, apprises différemment. Puis j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé adorer ça. Donc, c'est certain que c'est une partie de ma vie que j'aimerais continuer de faire, de la télé, surtout, comme je dis. Oui, j'aime ça, mais parce que aussi je veux expliquer au monde tu sais, comment ça fonctionne, comment que c'est, pourquoi les joueurs font des choses des fois qu'on ne comprend pas nécessairement. Puis par avoir été à l'intérieur, tu sais, par avoir été en dedans à tous les jours pendant 3 ans, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas lorsqu'on regarde la télé. Tu sais, ah, pourquoi il a mis lui? Pourquoi il n'a pas mis l'autre? Ben, écoute, il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas juste les chiffres. Des fois, là, il y a un gars qui arrive au terrain le matin, puis écoute, il a le bras stiff un peu, là. Il a un petit peu mal. Il n'est pas blessé, là, mais tu sais, fait que ça se peut qu'il ne lance pas la huitième manche, puis d'habitude, c'est lui qui la lance. Et la saison est longue, là, Hmm. comme je t'ai expliqué, la saison est Ouais. longue. Fait que, tu sais, ils ne peuvent pas nécessairement penser jour le jour. Des fois, il faut qu'ils pensent au lendemain. Des fois, il faut qu'ils pensent à dans 2 jours. Fait que c'est certain que c'est de quoi que j'adore et que j'aimerais continuer. Et si tu avais un message à donner à quelqu'un aujourd'hui euh, sur les moments où on pourra te voir à RDS dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Écoute, moi, je remplace Marc, hein. Fait que, tu sais, c'est Marc lorsqu'il il ne peut pas pour X ou Y raison. Ça peut être maladie, ça peut être ses enfants, ça peut être sa famille, ça peut être plusieurs raisons. Donc, je remplace Marc. Donc, dès que Marc là, n'est pas capable là, d'être là, c'est moi qui le remplace. Donc, des fois, ça peut être une fois par semaine, des fois, ça peut être une fois par mois, des fois, c'est vraiment aléatoire, tout dépendant de comment ça fonctionne. Mais c'est certain, RDS le sait, puis Marc aussi, là, lorsque l'ouverture est là, moi, je suis tout le temps disponible, puis c'est certain que je veux être là. Alright, ben on espère te voir à RDS de plus en plus dans les prochaines années. Merci, José Pelé, d'avoir pris le temps d'être venu te prêter au jeu du Monticule. Honnêtement, j'apprécie énormément que tu aies pris le temps de venir discuter avec moi aujourd'hui. C'était une discussion excellente. Et honnêtement, il faut suivre José Pelé dans les prochaines semaines, surtout du fait que tu vas être avec les Aigles de Trois-Rivières comme directeur du recrutement pour la prochaine saison. Je ne sais pas si tu as un contrat sur plusieurs années et comment les choses se produisent, mais on va avoir la chance de te voir avec les Aigles de Trois-Rivières dans les prochaines semaines dans l'organisation. Merci encore une fois d'avoir pris le temps d'être bien avec moi aujourd'hui. Les gens qui voient des publications du podcast Le Monticule, gênez-vous pas, partagez, aimez, passez le mot à votre voisin. On veut faire grandir le Monticule. On va avoir la chance d'avoir d'autres belles discussions avec des gens comme José Pelé. Et nous, ben, on va se revoir prochainement pour une autre émission du Monticule. Ciao! Merci.